Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je viens aujourd'hui vous parler du syndrome des ovaires polykystiques, donc le SOPK. Pourquoi je me permets d'en parler? Tout simplement parce que j'ai été diagnostiquée SOPK en 2019 et je trouve important d'en parler. Voilà, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est pas un sujet... enfin, je trouve que, je sais pas, c'est un sujet peut-être un peu tabou. On n'en parle pas beaucoup et... je suis désolée, je suis dehors. Voilà, donc c'est un sujet, je pense, un peu tabou. Et je sais pas trop pourquoi réellement, mais on n'en parle pas. Et moi, j'ai vraiment décidé aujourd'hui d'en parler, d'être porteuse de messages, voilà, de ce message en fait. Vraiment envie d'en parler et ben voilà, tout simplement que les gens sachent aussi un petit peu plus de choses sur ce syndrome et voilà tout simplement je pense que c'est important et voilà et donc je voulais aussi en parler tout simplement pour peut-être prévenir entre guillemets parce qu'on ne peut pas vraiment prévenir ce genre de choses mais prévenir sur le fait que voilà, si vous vous reconnaissez dans plusieurs symptômes, si vous vous reconnaissez dans plusieurs conséquences, j'ai envie de dire, et bien écoutez, n'hésitez pas à aller consulter. Parce que plus tôt vous consulterez, plus tôt vous aurez un diagnostic et plus tôt il sera possible de faire quelque chose. Voilà. Donc, dans la mesure du possible, si vous vous reconnaissez dans beaucoup de choses dont je vais parler, écoutez, n'hésitez pas à aller consulter parce que c'est très 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 important et voilà donc aujourd'hui j'ai décidé d'en parler en connaissance de cause. Je ne donne aucun avis médical tout simplement parce que je ne suis pas professionnelle, donc j'en parle pas avec des termes médicaux, j'en parle exclusivement avec mes mots à moi. Parce que moi à l'époque, donc il y a 2 ans quand j'ai été diagnostiquée, j'aurais aimé justement avoir ce genre de vidéos, même s'il y en avait déjà quelques-unes. Voilà, moi je me reconnaissais pas spécialement dans ces vidéos-là et je trouve que c'est important que tout le monde s'y retrouve un petit peu et que voilà, d'apporter un petit soutien. Donc c'est vraiment dans ce but que je fais cette vidéo. Voilà, donc on va tout de suite en parler. Donc le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK ou le SOMPK, donc le syndrome des ovaires micropolykystiques. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout simplement, je pense que vous l'avez compris, des kystes aux ovaires. Donc comment sont arrivés entre guillemets ces kystes? C'est tout simplement parce que vous avez un souci la plupart du temps hormonal. Donc un taux d'hormones beaucoup trop élevé. Bien souvent, c'est des hormones hommes, donc de la testostérone qui est plus élevée. Voilà. Après, il y en a beaucoup d'autres. Je ne vais pas les énumérer ici parce que ce sera des termes médicaux et c'est absolument pas mon but. Moi, je veux vraiment parler de façon, on va dire, claire, de façon à ce que si une jeune fille tombe sur cette vidéo et voilà, qu'elle puisse en fait se reconnaître dans ce que je vais dire, tout simplement. Donc voilà, donc du coup ça commence tout simplement par des kystes donc aux ovaires, forcément c'est le syndrome. Comment sont arrivés ces kystes? Comme une femme normalement constituée, nous avons 2 ovaires qui libèrent à un certain moment du cycle menstruel un ovule qui va faire son chemin pour être fécondé ou non. Voilà. Ça va être voilà, c'est vraiment le truc basique. Voilà, moi je vais pas rentrer dans les détails, je suis pas prof de SVT non plus, donc je vais pas rentrer dans les détails. Voilà vraiment ce que je vais juste vous dire. Donc là, dans le cas des ovaires polykystiques, cet ovule n'est pas assez fort pour atteindre son but en fait à la fin, donc voilà, donc il n'est pas assez fort pour partir des ovaires, c'est à dire qu'il part de l'ovaire sans vraiment y partir puisqu'il n'est pas assez fort. Pourquoi il n'est pas assez fort? Généralement c'est encore un problème au niveau des hormones. Voilà, donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent, beaucoup de les taux et tout ça, le nombre
d'hormones, enfin je saurais pas vous dire parce que je vis pas vraiment pour les chiffres, hein, très clairement, voilà. C'est comme le nombre de femmes atteintes en France, je saurais absolument pas vous dire en pourcentage ni même en nombre. Je sais juste que c'est l'une des premières causes d'infertilité en France pour les femmes, donc c'est quand même relativement important d'en parler. Voilà. Euh, à quel moment on a des kystes aux ovaires? Donc, à quel moment? Écoutez, c'est à partir du moment où la femme entre dans sa période de puberté. Voilà. Donc, ça peut être quand vous êtes très très jeune fille ou quand voilà, vous devenez femme ou maman. Il y en a qui n'ont jamais eu de kyste aux ovaires, qui sont mamans et qui en ont par la suite. Voilà, donc voilà. Il y a des femmes qui en ont et qui, en devenant maman, ça régule un peu le tout et finalement elles n'en ont plus jamais. Enfin, voilà, c'est vraiment très aléatoire et voilà. C'est pour le coup assez aléatoire et on ne sait pas vraiment. Voilà, ça part, ça vient et donc voilà. Donc la différence avec un kyste à l'ovaire normal entre guillemets, le SOPK, c'est des ovaires des kystes, excusez-moi, des kystes fonctionnels. Pourquoi fonctionnel? Tout simplement parce qu'on peut tomber enceinte, bien évidemment, en ayant des kystes aux ovaires. On peut tout simplement tomber enceinte, on peut, voilà. Ce sont des kystes en fait qui arrivent et partent limite aussi vite, si vous voulez. Voilà, ça peut partir aussi vite, pardon, parce que voilà. Voilà, vous pouvez en avoir pendant 3 mois et récupérer un cycle complètement normal après. C'est totalement... voilà, c'est là aussi encore une fois aléatoire et c'est pour ça qu'on appelle ça des kystes fonctionnels parce qu'on ne peut pas les opérer. Je vais vous parler d'un truc... je sais pas trop si je vais vous en parler dans cette vidéo, mais sinon je vous en parlerai dans la vidéo où je vous raconterai mon histoire et mon parcours à moi personnel, parce que là je vais vraiment faire une vidéo un peu qui regroupe un peu, même si je vais pas parler de tout parce que moi je vais parler vraiment que des symptômes que je connais et absolument pas de ce que je connais pas. Je suis certaine que voilà, il y a beaucoup d'autres symptômes et que vous peut-être vous avez d'autres symptômes et voilà. Donc écoutez, si jamais ça vous dit de nous en faire part et de nous partager ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, donc là moi je vais vraiment parler juste de mes symptômes, de mes conséquences à moi, mais je vous ferai une vidéo un peu plus complète où je vous raconterai mon histoire et mon parcours par rapport au SOPK, donc du début, donc de la découverte de ce syndrome sur moi, de comment on l'a découvert, de pourquoi, du comment, et de maintenant en fait, de la phase entre guillemets de stabilisation et voilà, je pense que ce sera important d'en parler quand même sur cette chaîne, donc voilà. Ensuite mes notes, donc les symptômes, donc le premier symptôme c'est sûrement l'un des plus courants, c'est donc le dérèglement menstruel. Bien évidemment, une femme normalement constituée a un cycle plus ou moins long de 21 à 35 jours en général. Voilà, donc ce cycle est, on va dire, normal quand il entre dans ces dates-là, dans ces chiffres-là. Et donc, il devient perturbé quand il va au-delà de 35 jours en général. Donc, faut savoir que quelqu'un qui est atteint du syndrome des ovaires polykystiques, il a souvent une absence très très longue de cycle menstruel. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai eu une absence de 10 cycles. Donc 10 cycles d'affilée sur un an. Donc 2 fois de règles. Voilà. Donc voilà. C'est juste là, voilà, je ne vais pas vous parler de mon cas personnel tout de suite, mais de mon histoire personnelle, mais voilà, c'est juste quelque chose vraiment où vous pouvez vous baser. C'est juste vraiment pour vous baser et vous donner
un petit exemple en fait, voilà. Donc voilà, après vous pouvez avoir vos règles un mois sur deux, 2 mois sur voilà, avec un écart de 2 mois ou de 3 mois, mais voilà, en général c'est ça. Alors attention, je tiens à vous prévenir, c'est pas parce que vous avez un retard de règles qui n'entraîne pas, enfin qui n'est pas dû à une grossesse, que vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, absolument pas. Moi je vous conseille d'aller consulter quand même parce que c'est quand même relativement important, c'est quand même votre santé qui est en jeu, mais en aucun cas je vous dis que c'est les ovaires polykystiques ou l'endométriose ou autre chose, hein. Je ne pose aucun diagnostic sur vos symptômes. Voilà, le mieux c'est vraiment d'aller consulter. Vous voyez votre médecin traitant qui lui va vous orienter selon les besoins, mais voilà, moi je ne pose aucun diagnostic, attention, hein. Voilà. Donc ensuite on a les douleurs au ventre. Alors moi, bon c'est un petit peu faux quand je dis c'est mon histoire parce que je n'ai jamais eu de douleurs au ventre concernant mes règles ou mon cycle. J'ai eu mal au ventre quand j'étais enfant. Ça fait des années que je n'ai pas eu mal au ventre. Clairement, je n'ai pas mal au ventre. Donc bon, voilà. Ni quand je vais avoir mes règles, ni quand je ne les ai pas, ni quand je serai censée les avoir. Rien. Rien, rien, rien. Je n'ai pas mal au ventre. Voilà. Mais en général, c'est aussi un symptôme qui revient souvent. Il y a aussi l'hyperpilosité et l'acné. Alors l'hyperpilosité, donc la pousse de poils qui n'ont finalement peut-être rien à faire là. Donc je pense notamment à ici ou ici, donc chez la femme en tout cas. Voilà, peut-être la poitrine ou ces endroits ici, le bas-ventre. Voilà. Là, ça voilà, c'est une des conséquences, si je peux dire. Enfin, c'est un symptôme conséquence finalement. Voilà. Donc, surtout si jamais vous avez une hyperpilosité, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que vous êtes SOPK, loin de là. Juste si vous avez une hyperpilosité, évitez de vous épiler ou de raser. Ça, c'est le truc à ne pas faire. Et c'est le premier conseil qu'on m'a donné, c'est ne surtout pas épiler ou vous raser. Si encore ça devient très gênant pour vous, à la limite, épilez-vous, mais surtout pas au rasoir. Surtout pas. Parce que là, c'est la catastrophe et ça va repousser en masse. Donc, clairement, non. Voilà. Ensuite, l'acné. Alors moi, j'ai eu de la chance là-dessus. J'en ai quand même eu pas mal durant l'année 2018-2019. On m'a donné plus ou moins un traitement. C'est pas vraiment un traitement de fond non plus. J'ai eu quelques petits traitements sur des périodes assez courtes, hein. Ça a été 3 mois, 4 mois, enfin ça a été relativement court. Des traitements qui ont plutôt bien marché sur le coup, mais finalement ça ne faisait rien. Donc du jour au lendemain, j'ai vu mon médecin et j'ai dit bah moi écoute, j'arrête ces traitements pour l'acné parce que de toute façon, une fois que j'arrête le traitement ou que je saute le traitement, ça revient. Donc forcément, voilà quoi. Moi, j'étais absolument pas quelqu'un de responsable. Enfin, j'étais responsable, mais pas dans le sens de me préoccuper de ma santé comme ça. Donc, déjà, c'était beaucoup, beaucoup pour moi de me faire suivre parce que je suis quelqu'un voilà, qui ne voulait jamais aller chez le médecin, tout ça. Donc, ça a été relativement compliqué déjà de me faire suivre. Donc là, en plus, on m'impose un traitement comme ça de l'acné. Donc, moi, ça me plaît absolument pas. Bref, voilà. Si jamais vous devez avoir un traitement pour l'acné, prenez-le, ce sera quand même mieux. Je ne vous conseille pas de faire comme moi, mais bon. Voilà, je pense qu'on a tout un petit peu notre caractère. En tout cas, moi, c'était mon cas. Voilà. Ensuite, on a aussi des choses qui sont un peu moins connues ou des choses où les gens vont dire ouais, ça, tu racontes un peu ce que tu veux. Non, absolument pas. Ça a été prouvé avec des recherches, notamment pour mon cas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont le SOPK et qui ont ce symptôme. Et voilà. Je ne suis absolument pas la seule, mais nous sommes un certain nombre à souffrir de sommeil chronique. Donc, sommeil chronique, bah écoutez, voilà.
tout est dit, hein, sommeil chronique. Donc c'est super compliqué quand vous travaillez, quand vous avez beaucoup de choses à gérer, notamment une maison, un appartement, enfin ce genre de choses, quand vous avez déjà votre indépendance à gérer. Et en plus de ça, vous êtes fatigué, vous avez votre travail, c'est compliqué à gérer au quotidien et ça fait partie des symptômes du SOPK et c'est pas assez, on n'en parle pas assez de ce symptôme, mais c'est très très handicapant au quotidien. Ensuite, on a aussi l'insomnie, donc les deux sont liés aussi. Forcément, on dort mal, donc on est fatigué. Et donc, oh, je suis désolée pour les bruits, les camions qui passent devant chez moi. Enfin bon. L'insomnie, pardon, est liée aussi à tout ça. Voilà, vous pouvez être insomniaque sans être SOPK, hein, faut pas, voilà. Vous pouvez avoir de la fatigue chronique sans être SOPK, c'est pas une généralité, hein, absolument pas, c'est pas ce que je dis, donc voilà, mais ça fait partie des symptômes et c'est des symptômes très très ressentis sur moi en tout cas. Bon, il y a un papillon. Ensuite, les causes et les conséquences. Donc ça va être des causes, des conséquences. Causes et conséquences du SOPK, le surpoids et l'obésité. C'est une cause. Voilà, vous êtes en surpoids, donc il y a tout simplement des kystes aux ovaires, un mauvais fonctionnement côté hormonal, tout ça. Donc ça vous crée des kystes aux ovaires et voilà. Et il y a aussi le fait que les kystes aux ovaires entraînent un surpoids parce qu'il y a une perte de poids très très difficile quand on est SOPK. C'est très compliqué de perdre du poids quand on est SOPK. J'en ai connu les frais et heureusement ça va mieux, mais j'en ai connu les frais. Donc clairement, voilà, c'est compliqué de perdre du poids et c'est un peu finalement contradictoire parce que on vous dit voilà, il faudrait perdre du poids, mais voilà, c'est peut-être la prise de poids qui vous cause ça, mais finalement on n'arrive pas à le perdre. Donc c'est un peu contradictoire et c'est le problème en fait de ce syndrome. Ensuite, il y a forcément qui entre en ligne de compte l'infertilité, la difficulté à concevoir, voire une stérilité dans les cas les plus graves. Donc ça c'est vraiment très très des cas vraiment très très graves, des personnes qui n'ont jamais été suivies ou alors qui justement ont tout fait pour être suivies et qui finalement voilà, c'est trop important pour eux, donc voilà. Donc écoutez, il y a trois, ça c'est plutôt des conséquences. Voilà, c'est une conséquence forcément sur l'infertilité et les difficultés à concevoir. Malgré tout, le risque de grossesse en étant SOPK est quand même relativement élevé. Enfin, le risque ou la chance, ça dépend dans quel sens on va le prendre. Mettons, une jeune fille ne supporte pas, dans mon cas, je ne supporte absolument aucune méthode contraceptive contenant des hormones. Donc, autant vous dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. Voilà, une jeune fille qui a ce syndrome et qui justement est comme moi, est hypersensible à ce trop-plein d'hormones, donc ne supporte aucune pilule et sur laquelle la pilule, que ce soit n'importe laquelle, n'a aucun effet garanti. Voilà. C'est surtout ça en fait. C'est surtout que mon corps ne les supporte pas et donc ça peut créer des choses vraiment très très graves du fait qu'il ne les supporte pas, ou alors ça peut aussi créer si vous voulez une barrière en fait entre la protection et la non-protection et voilà, ça peut créer vraiment une barrière entre ça et finalement ne pas être protégé. Donc voilà pour ça. Donc du coup, le risque de grossesse lorsqu'on n'est pas sous contraception, il est très élevé parce que une femme SOPK a autant de chances qu'une femme qui ne l'est pas d'avoir des enfants.
Ça, c'est important de le dire parce que certaines perdent espoir parce que forcément, il y a la difficulté à concevoir, il y a tout ça, il y a le stress autour, il y a justement la fatigue qui est là. Parfois, c'est découvert assez tard. Donc, du coup, l'âge est déjà bien avancé. Enfin, l'âge de la personne, entre guillemets, est déjà bien avancé. Donc, on se dit que un âge, on devient moins fertile, enfin ce genre de choses. Donc ça joue beaucoup, mais il faut vraiment se rassurer là-dessus. Chaque femme SOPK, voilà, peut, si elle le désire, faire un parcours pour tomber enceinte. Ça, voilà. Qu'est-ce que je conseille, entre guillemets Eh bien, écoutez, moi, ce que je conseille, mais de mon vécu, ce que je conseille, c'est au moindre symptôme, alors voilà, absence de règles pendant plusieurs cycles, etc. Douleur au ventre, fatigue chronique, hyperpilosité, acné. N'hésitez surtout pas à consulter votre médecin traitant et votre gynécologue. Voilà, donc déjà votre médecin traitant va pouvoir vous orienter un petit peu et vous dire, et votre gynécologue va vraiment être là pour aussi vous aider. Donc déjà le mieux c'est d'en parler, de consulter, de faire tout simplement un bilan sanguin avec le taux d'hormones dans votre corps. Donc ils vont faire un bilan un bilan hormonal en fait. Voilà, et donc c'est là que vous pourrez vraiment savoir où vous orienter en fait. Donc ça c'est important. Donc dans un premier temps, médecin traitant et gynécologue. Si on vous découvre un taux hormonal beaucoup trop élevé ou ce genre de choses, et vous serez orienté de toute façon vers un endocrinologue qui sera le mieux. Lui, ce sera vraiment le professionnel hormonal, j'ai envie de dire, endocrinien, sur voilà, le système endocrinien, tout simplement. Ce sera lui le mieux pour, voilà, pour vous conseiller sur ce syndrome. Voilà, et c'est lui qui conclura aussi au diagnostic. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme traitement? Oui, c'est ça, je crois. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme traitement? Alors, il n'y a pas vraiment de traitement. La première chose en général qui est conseillée par le gynécologue et l'endocrinologue à la découverte de ce syndrome, c'est une perte de poids. Alors attention, je ne l'ai pas précisé juste avant, mais les causes et les symptômes peuvent venir justement du surpoids ou de l'obésité, mais il y a des personnes qui sont SOPK et qui n'ont pas un poil de graisse, clairement. Elles ne sont ni rondes ni en surpoids. Je ne vais pas dire normal parce que j'aime pas dire normal, c'est la société qui n'est pas normale en fait, tout simplement, et qui veut normaliser le fait que les personnes rondes ne sont pas normales et les personnes très très minces ne sont pas non plus. Donc pour moi, j'aime pas vraiment ce terme normal, mais voilà, quelqu'un qui a une corpulence moyenne peut très bien être SOPK, comme quelqu'un qui est très très mince peut l'être également. Voilà, donc ça je voulais vraiment le préciser. Mais dans le cas où il y a un surpoids ou une obésité, la perte de poids peut être conseillée et ce sera même, je pense, l'une des premières choses conseillées, ce sera un rééquilibrage alimentaire. Donc en général, on conseille de perdre 10% de son poids actuel. Donc si vous faites 100 kg, c'est voilà, vous perdez 10 kg. Voilà, si vous faites 90 kg, vous perdez 9 kg. Enfin, c'est vraiment au pourcentage. Donc voilà. Donc déjà, dans un premier temps, ça peut être envisagé. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des médicaments. Donc là, moi, je vais pas vous donner le nom de médicaments parce que c'est absolument pas le but. Je les connais, je les ai, mais c'est absolument pas le but en fait de vous donner un nom de médicament dans cette vidéo. Et il y a des médicaments qui peuvent réguler justement l'acné, la pilosité et plus ou moins les hormones dans votre corps. Donc voilà, et qui peuvent aussi justement favoriser la perte de poids. Attention, c'est pas des cachets qui vont vous faire maigrir et qui vont vous faire perdre 15 kilos, hein, c'est absolument pas ça. Hein. C'est vraiment des médicaments qui peuvent à terme vous faire perdre un peu de poids
en complément bien sûr d'une alimentation saine et équilibrée, de l'activité physique et voilà, d'une alimentation, d'une hygiène de, oula, d'une hygiène de vie saine. Voilà. Euh, voilà pour les médicaments. Ensuite, il y a des médicaments, on va dire, naturels. Donc ce truc, enfin cette alternative, elle est quand même mieux, je trouve. Enfin, en tout cas, au début, c'est le gâtillier. La plante, donc elle existe en comprimé. C'est possible de trouver ça en pharmacie, dans les magasins bio. Tout simplement, c'est une plante qui va favoriser la régularité du cycle menstruel. Donc tout simplement, elle va agir voilà, en conséquence. Alors bien sûr, il va falloir prendre des prises régulières avec des doses vraiment spécifiques avant de prendre, même si c'est complètement naturel, avant de prendre ce genre de choses, on consulte son médecin absolument et on voit avec lui si c'est bien ou pas de le prendre. Il ne faut absolument jamais commencer un traitement ou interrompre un traitement sans l'avis d'un médecin. Ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup jouer en fait sur le syndrome. Donc, il faut vraiment avoir l'accord du médecin pour tout traitement naturel ou pas. Voilà. Ensuite, quelle solution s'offre entre guillemets à vous? Eh bien écoutez, il n'y a pas grand chose, enfin il n'y a pas grande solution à part justement ce traitement, mais qui ne fera vraiment jamais partir vos kystes. Si vos kystes partent, c'est vraiment d'une façon naturelle, j'ai envie de dire, parce que voilà, ce ne sera pas médicamenteux en fait. Les kystes ne partiront pas avec un traitement. Les traitements sont là pour alléger les symptômes en fait, sont vraiment là pour voilà, aider, mais absolument pas pour traiter en fait. Voilà. Ensuite, voilà, une question qui revient beaucoup, c'est vraiment la question d'être parent. Et bien écoutez, c'est tout à fait possible, donc soit naturellement, ça vient, voilà, parce que, comme je le disais, une femme SOPK a autant de chances d'être maman qu'une femme qui ne l'est pas. Donc voilà, tout simplement, ça. Ensuite, il y a l'aide médicamenteuse, donc différents traitements sont possibles, voilà. Donc si l'un ne fonctionne pas, l'autre peut fonctionner. Si c'est pas le deuxième, ça peut être le troisième. Donc voilà. Donc il y a plusieurs traitements qui peuvent être donné. Je perds mes mots. Ça fait 30 minutes que je blablate. Je sais même pas si ma vidéo va être compréhensible ou pas. Bref. Donc du coup, voilà. Ensuite, on a les piqûres. Vous savez, on en parle souvent. Les piqûres pour rendre les ovules plus forts. Pour alors, est-ce que j'ai noté qui aide à provoquer l'ovulation en fait. Voilà. Et ensuite, en vraiment tout dernier recours, mais c'est rare que les dames en arrivent là, même si ça arrive quand même pas mal. Voilà, beaucoup arrivent à concevoir avec les premières méthodes que je viens de vous donner. Et voilà. Mais sinon, il y a aussi la FIV, donc la fécondation in vitro. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un acte chirurgical qui va vous retirer donc vos ovocytes et prendre les spermatozoïdes de monsieur et les accoupler entre guillemets en laboratoire afin de vous les réinjecter pour que la prise, si je peux dire ça, la prise soit faite correctement, parce que justement c'est ça, quand il y a la difficulté à concevoir et que vous avez le SOPK, les ovules sont pas assez forts en fait, donc ils n'arrivent pas
à prendre. C'est un peu bizarre de dire ça, mais j'arrive vraiment pas à prendre en fait. Et donc c'est ce qui fait que du coup voilà, il y a des difficultés donc à tomber enceinte. Donc c'est ce qu'ils font en fait en faisant la FIV. Ils font ça, ils font le mélange entre guillemets en labo pour que ce soit, pour qu'il y ait plus de chances de réussite. Voilà. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'exprimer, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça fait 30 minutes que je blablate, ça fait 15 fois que j'ai essayé de faire cette vidéo, donc je pense que c'est ça. Voilà. Donc, voilà, donc quel conseil de fin de vidéo je pourrais vous donner? C'est de vous faire suivre très régulièrement et voilà, d'essayer de positiver, et surtout à celles qui veulent être maman. Évitez de penser à ça, ça c'est bien connu. Évitez de vous dire oh je tomberai jamais enceinte, voilà. Évitez vraiment tout ça, même si vous n'êtes pas SOPK et que vous avez le projet de devenir maman. Évitez de penser à tout ça, parce que c'est le conseil qu'on vous donne à chaque fois que vous allez en rendez-vous. On vous dit évitez de penser à ça si vous êtes en essai, hein. Voilà, donc voilà. Ne pensez pas trop à ça, parce que c'est aussi une histoire de psychologie. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très très longue, j'en ai conscience, mais voilà, il fallait vraiment que j'en parle. Donc écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt, et puis à la prochaine vidéo.